Bonjour à toutes et à tous. Premièrement, veuillez nous excuser pour le retard dû au succès de cette rencontre. C'est le premier événement aujourd'hui, enfin la première journée que nous consacrons frontalement, on va dire, au 7 octobre. Évidemment, ce qui s'est passé a été évoqué dans le cadre d'autres événements et encore il n'y a pas si longtemps cette semaine par Agnès Jaoui. Donc c'était très présent, mais on n'avait pas consacré un événement à part entière pour consacrer donc au 7 octobre. Pourquoi ? Parce que nous sommes un musée et parce que le temps des musées n'est pas celui du temps de l'actualité, parce qu'on avait besoin de laisser la place à l'émotion, parce qu'on avait besoin d'attendre qu'il soit le moment de la réflexion, de la pensée. Et il nous semble que le moment est arrivé au regard des publications récentes sur le sujet. Ce matin, nous avions comme invité Lee Yaron, qui est une journaliste israélienne correspondante à Haaretz, qui vient de publier chez Grasset un livre qui s'intitule 7 octobre. C'est un livre évidemment effroyable, comment ne pas l'être étant donné le sujet. C'est un livre extrêmement important. Le Monde des livres l'a titré le livre du souvenir. C'est un livre de témoignages, mais c'est aussi un livre très incarné qui raconte les itinéraires de victimes du 7 octobre, d'où elles viennent, d'où venaient leurs familles, pourquoi ils étaient à cet endroit-là, à ce moment-là. Et ça dessine vraiment un portrait kaléidoscopique de l'État d'Israël qui est extrêmement riche et bouleversant aussi. Et vraiment, je vous invite à lire cet ouvrage qui sans nul doute fera date. Cet après-midi, donc merci infiniment Johan Sfar d'être avec nous. Johan Sfar, je ne le présente plus, il est devenu un de nos grands habitués de ce plateau et on s'en réjouit. Son exposition est encore présentée jusqu'au 12 mai en Namur, donc n'hésitez pas, réservez un peu avant parce qu'il y a beaucoup de succès. Donc merci beaucoup Johan Sfar d'être là pour nous parler donc, de votre dernière publication Nous vivrons. Et merci également à Raphaël Léry, journaliste au Monde des livres, de se prêter à la conversation avec Johan Sfar. Merci à tous les deux, merci à vous. La rencontre sera suivie par une signature donc ici même dans l'auditorium. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Merci Sophie, bonjour Johan. Bonjour, merci d'être là. Oui, c'est vrai, ça, merci d'être là. Nous vivrons, donc c'est un livre qui s'ouvre le 7 octobre et dont la première partie est située en France, où vous recevez la nouvelle, où au fil des jours, vous apprenez l'étendue du désastre et de l'horreur, tout s'approfondit. Vous rencontrez des gens, vous discutez avec eux, vous disputez avec vous, avec le fantôme de votre père et votre grand-père. Et puis dans la deuxième partie, vous allez en Israël à la rencontre de juifs, mais pas que, mais quand même beaucoup de juifs pour savoir comment ils envisagent l'avenir. Et alors je me disais, est-ce qu'on pourrait sous-titrer ce livre? Alors il y a un premier sous-titre qui est Enquête sur l'avenir des juifs, mais est-ce que Le Tour des juifs en 80 jours, ça vous irait? Oui, c'est très bien. Avant tout, je dois dire qu'au début, je ne savais pas que c'était un livre. Et ce n'est pas vraiment les massacres du 7 octobre, ce sont les silences qui ont suivi les massacres du 7 octobre et la prise de conscience du fait qu'il y avait quelque chose de très particulier qui se passait dans l'esprit de tous les juifs que je connaissais. Et j'ai tenté de donner une voix à l'angoisse que j'entendais chez mes concitoyens de culture ou de religion juive. Je me prends ni pour Stefan Zweig ni pour Joseph Kessel, mais je les ai beaucoup lus et je les connais bien. Et toute la première partie du livre, quand j'ai compris que ça devenait un livre et quand j'interrogeais tout le monde, je devenais vraiment triste. Il y avait de quoi, mais il y a un moment où je me sentais un peu fondre. Et je me suis dit, on va arrêter Stefan Zweig, on va jouer à Joseph Kessel et on va prendre un avion. Et je suis allé en Israël. Je voulais... D'abord, toute ma famille paternelle est israélienne. Ensuite, je produis de la télévision là-bas, donc j'ai énormément de collaborateurs à Tel Aviv. Et au moment où je suis parti en Israël, là, on savait que c'était un livre. Là, on savait également qui allait le publier. Mais cependant, je suis parti tout seul dans un voyage qui n'était pas organisé par quelqu'un d'autre que moi. Donc, et là-bas, je me suis retrouvé dans un pays qui m'a
non pas redonné espoir, mais qui m'a redonné de l'énergie. J'ai fait beaucoup d'entretiens, donc ma méthode de travail. Dans un monde de fake news, dans un monde où un drame chasse l'autre et où on se réveille anxieux, on a du mal à avoir une conversation collective cohérente. Je m'accroche, je ne sais pas si ça s'appelle le vieux monde, mais je m'accroche au travail d'historien et au travail de journaliste, sans quoi on sombre. Un événement révélateur, lors des massacres du 7 octobre, les assassins ont filmé leurs exactions, elles étaient en direct sur Internet, et cependant, dès que les gens les voyaient, dans un même mouvement, certains s'en réjouissaient, et en même temps, ils en niaient l'existence. Il y avait un révisionnisme en temps réel, et ce qui m'a énormément frappé, quand Israël a commencé à rassembler tous ces films pour montrer à des populations incrédules ou montrer à des représentants de divers gouvernements ou des journalistes un film de 40 minutes qui montrait les massacres, malgré tout, ça n'imprimait pas. Malgré tout, le moment où le 7 octobre a commencé à exister, selon moi, dans l'espace, je ne sais pas comment l'appeler, scientifique, c'est un mot très malvenu, mais c'est quand le journal Le Point a sorti son hors-série sur le 7 octobre. Quand, après 1 mois et demi de retard, mais ils l'ont fait quand même, le New York Times a sorti son immense article sur les violences du 7 octobre, et quand Lee Yaron sort cet ouvrage que vous avez présenté aujourd'hui au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Donc, je ne me prends pas pour un journaliste, je ne me prends pas pour un historien. En revanche, je suis un dessinateur de bande dessinée, héritier à mon petit niveau de Hergé ou de Hugo Pratt, c'est-à-dire des gens qui aimaient bien faire Tintin Reporter ou Corto Maltese, créer des personnages, les envoyer dans le vrai monde et voir ce qui se passe. Donc c'est 450 pages de personnages. Ma méthode de travail diffère un peu de celle des journalistes. Je ne pose pas de questions. Je m'assieds près de mes interlocuteurs, je les dessine, et puis on discute. J'enregistre absolument rien, mais par contre je note, et j'ai beaucoup de mémoire, donc je me souviens assez précisément de ce que j'ai écrit. Et puis ensuite, on en fait un livre. C'est-à-dire que ça a l'apparence du premier jet, mais ça ne l'est pas. C'est très réécrit. On a retiré 150 pages sur ma première version. On a changé l'ordre des choses. Et grâce aux éditions des Arènes, il y a eu, je dirais, une triple lecture constante de ces pages. La première, évidemment, romanesque, parce que plus un livre est long, moins il faut qu'il soit emmerdant. Donc on s'attendait à ce que ça se tienne. La deuxième, journalistique. Il y a des journalistes qui nous ont aidés à ce que je dise pas trop de bêtises. Et la troisième, historique. Donc à chaque fois que je dis des chiffres, à chaque fois que je fais parler des gens, quand ils disent une bêtise, je le dis en note de bas de page, ou quand on change d'avis. Une autre chose qui me tient beaucoup à cœur, pardon, si des gens m'ont déjà entendu, je répète toujours les mêmes choses, mais elles me semblent importantes. La plupart de mes interlocuteurs, sans s'être concertés, ont commencé les entretiens par la même phrase: « Tu vas pas avoir le temps de m'écouter ». On vit dans un monde où plus personne n'a le temps de s'écouter, et on a intégré l'idée qu'une information ne doit pas prendre beaucoup plus de temps qu'un tweet ou que l'entête d'un article dont les gens liront pas le corps. Et évidemment, comme j'avais 450 pages, évidemment j'avais le temps. Donc j'ai eu la chance d'avoir mes interlocuteurs jusqu'au moment où ils savent pas, jusqu'au moment où ils sont angoissés, jusqu'au moment où ils me disent bah tu sais, en fait on est paumé. Et ça m'intéresse énormément parce que il me semble qu'on est malade en France des certitudes qui empêchent de discourir, qui empêchent d'échanger. Je suis arrivé en France, je suis arrivé à Paris, je venais de Nice. Nice, c'est une principauté étrangère. Je suis arrivé à Paris en 1991, et comme beaucoup de juifs de gauche, d'abord je suis toujours très pro-palestinien, c'est-à-dire que je pense que le bien-être d'une population dépend du bien-être de l'autre, et je souhaite à chacun un État et des frontières sûres. Mais donc je participais à des rencontres israélo-palestiniennes à Paris, avec évidemment des étudiants français. Et c'était formidable à l'époque parce que même quand on était d'accord sur rien, ça se passait autour de la même table et on partageait une connaissance commune, historique, géopolitique, du Proche-Orient. Donc on parvenait à avoir des débats, même parfois des joutes oratoires, dans lesquelles on parlait de la même chose. Or, qu'est-ce qui est intervenu depuis l'époque des réseaux sociaux, de la polarisation du monde, où si on ne dit pas quelque chose de très 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 bête, on n'aura pas de retweet? On est arrivé dans le monde des slogans avec rien derrière. Il y a eu, vous m'entendrez rarement citer des responsables politiques, donc je ne vais pas dire son nom, mais il y a une responsable politique LFI qu'on a interrogée il y a quelques mois parce qu'elle est très engagée sur le Proche-Orient. Elle dit: mais d'où ça vient votre engagement sur le Proche-Orient? Elle a dit: j'ai découvert ça il y a 1 an, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça c'est une véritable tragédie, parce que
on peut absolument pas discourir. On peut pas absolument pas discourir parce que dès qu'on va envoyer un argument, en face il y aura un slogan. Et si on insiste un peu, parce qu'un slogan, c'est pas très très solide, on va avoir des hurlements. Et ça, je trouve ça extrêmement dommageable. Donc, à mon petit niveau, ce livre, c'est l'inverse. Ce livre, ce sont des personnages qui doutent, des personnages qui subissent la guerre, des personnages qui se demandent où ils seront l'an prochain. Et oui, c'est un livre sur les angoisses juives, mais c'est une vraie enquête, au sens où il peut y avoir des enquêtes en bande dessinée. Alors vous le disiez, le livre cherche à restituer l'impression d'un premier jet alors qu'il est très construit, qu'il a une forme narrative très, très serrée. Et cependant, il y a des phrases qui reviennent à plusieurs reprises, des motifs qui reviennent à plusieurs reprises, donc c'est voulu. Donc on va, si vous voulez bien en parler un peu. Oui, docteur. Très bien. Il y a d'abord la fameuse phrase de Sartre sur l'antisémite qui fait le juif, contre laquelle vous êtes cabré toute votre vie. Et à la fois, ça vous est insupportable que la période vous y ramène, et en même temps, vous en parlez au moins 2 fois de cette phrase-là. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est si important pour vous? Alors, pourquoi elle m'était insupportable? D'abord parce que j'ai toujours eu une aversion naturelle pour Jean-Paul Sartre, et on la développera un autre jour. Et ensuite, parce que c'était une manière de nous renvoyer à une identité unique. Et moi, j'ai toujours pensé que le judaïsme est une voix parmi la polyphonie qui me constitue et qui constitue la conversation européenne. Bon, j'ai pas envie qu'on me renvoie à mon identité. C'est l'antisémite qui fait le juif. Ça veut dire que en cas d'agression anti-juive, en cas d'espace public libéré de juifs ou agressif aux juifs, on se trouve renvoyé à cette identité. Et ce qui s'est produit à l'issue du 7 octobre, avant même la riposte israélienne, c'est 1000% d'augmentation des actes anti-juifs en France. Ça, c'est concret, c'est des chiffres du ministère de l'Intérieur. Dans un silence absolu des grands pétitionnaires, des engagés, des gens qui, pour chaque cause... Quand il est question de trier ces dosettes de café, il y a 25 voix. Et quand il y a eu le 7 octobre, il y avait un silence micro abominable. Et on dit toujours qu'il y a 2 juifs et 3 opinions. On n'est jamais d'accord sur rien. Là où on a tous été d'accord à l'issue du 7 octobre, c'est qu'on ne savait pas où on serait dans quelques mois. Tout d'un coup, la France, aucune minorité n'a aimé la République française comme les Juifs l'ont aimé, parce que, mon grand-père disait, on fuyait pas que les pogroms, on fuyait aussi nos rabbins. Cette promesse d'un espace laïque et républicain, ça, et l'idée de si ça va mal, on ira en Israël, bon, il y a une petite inquiétude de ce côté-là. Et donc, on s'est senti seul, on s'est senti en danger, dans une relative indifférence générale. Pardon pour les gens qui m'entendent parce que je répète un peu toujours les mêmes choses, mais on oublie vite. Au surlendemain du 7 octobre a eu lieu une manifestation sur le Trocadéro pour les otages et pour les victimes. Il y avait 10 000 personnes, je crois qu'il y avait 9 990 juifs et 10 iraniens. Le hasard a voulu qu'il y ait une vieille dame juive à mes côtés qui agitait un tout petit drapeau israélien. Et tandis qu'on avançait, je crois que c'est, je sais plus quelle avenue, les balcons étaient vides et les fenêtres se fermaient sur notre passage. Et la dame disait, pourquoi ils sortent pas sur les balcons nous applaudir? Ce bruit de fenêtre, je l'aurai dans l'oreille jusqu'à ma mort. Et déjà, il y a eu ça. Bon. Ensuite, quelques semaines après, le monde du spectacle, ceux des dosettes à café, ont décidé de faire une grande manifestation de l'Institut du monde arabe au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. C'est 2 institutions que j'adore, donc je suis absolument ravi qu'ils aient fait ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ont marché avec des banderoles blanches, bon, avec rien. Et quelqu'un s'est approché d'une star du cinéma en disant quel est le sens de cette manifestation. Et elle a répondu, au moins elle était sincère, elle a répondu c'est pour qu'on nous foute la paix. Bon, alors 2e rendez-vous manqué. Après, je crois qu'on était un bon mois ou un bon mois et demi après le 7 octobre, on a quand même décidé d'une grande marche contre l'antisémitisme. Moi, je viens du pays où, malgré son passé et sa francisque, François Mitterrand était venu marcher pour Carpentras et on était 2 millions dans la rue. Bon. Le président n'a pas jugé bon de venir. Il paraît qu'en interne, on a dit que ce n'était pas un thème fédérateur pour les Français. Je pense que sur ce point, il avait raison. Et là, il y a eu beaucoup de monde dans la rue. Il y a même eu Marine Le Pen, qui venait faire Teshuva. Et on a appris que l'extrême gauche, c'est-à-dire mon camp,
n'allait pas venir parce qu'il n'était pas question qu'il marche avec le Front National. Alors moi, j'aurais admis cet argument si 2 ans avant, ils n'avaient pas marché pour les retraites côte à côte avec le Front National. Donc ça veut dire que dans cette manifestation, le problème, c'était pas Marine Le Pen, le problème, c'était éventuellement de faire croire qu'on n'avait pas trop d'hostilité vis-à-vis des Juifs. Ça faisait beaucoup, et ça a suffi, à mon avis, pour créer une fracture dont on ne peut pas mesurer la durée entre les citoyens français de culture juive et les autres. Et on n'a rien fait de mal dans cette histoire, et on s'en prend plein la gueule. Je ne connais pas un seul juif qui souhaite le malheur des Palestiniens. Les 99,9% de juifs que je connais sont favorables à un État palestinien. Parmi toutes mes relations, je ne fais pas des décomptes de juifs, mais je dois connaître 2 bons milliers de juifs personnellement. Sur les 2000, je dois en connaître 3 qui ne sont pas trop hostiles à Benjamin Netanyahou. Autant dire que, bon, franchement, on ne mérite pas ce qu'on se prend dans la gueule depuis le 7 octobre. Et là où on a un dialogue cauchemardesque avec les jeunes qui aujourd'hui prétendent être pro-palestiniens, c'est pas que je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Moi, je suis d'accord pour les cessez-le-feu, je suis d'accord pour toutes les fraternités qu'on veut. Si j'ose dire, je faisais ça 30 ans avant eux. La seule chose qui m'ennuie, c'est le Proche-Orient imaginaire. Et la seule chose qui m'ennuie encore plus, c'est le sous-texte. La phrase terrible, j'avais inventé ça sur Internet il y a quelques années, ça m'a valu d'être interdit d'Instagram. J'avais inventé la phrase « Sale juif, nous ne sommes pas antisémites ». Et là, on l'entend beaucoup, la phrase chez les jeunes depuis quelque temps, c'est « Dès qu'on défend la Palestine, on nous traite d'antisémites ». Ah non, pas du tout, parce que moi je défends la Palestine depuis 1990. Le problème, c'est que quand tu défends la Palestine, ensuite derrière tu dis 2 ou 3 phrases qui traduisent juste que depuis très longtemps, et sans le savoir, tu manies des clichés anti-juifs. Et c'est terrible parce que je me fais expliquer à longueur de temps depuis le 7 octobre par des gens qui ne sont pas juifs, par des gens qui n'ont aucun lien avec le Proche-Orient, qui ne sont pas musulmans non plus. Je me fais expliquer ce que c'est qu'un juif, ce que je devrais penser, ce que je devrais dire et ce que c'est ou ce que ce n'est pas que l'antisémitisme. Je pense que là où on en est d'éducation au malheur de chaque minorité, aucune autre minorité ne subit ce genre de choses. Ça n'existe pas aujourd'hui, ou j'espère que ça n'existe plus, qu'on vienne expliquer à une personne de couleur que non, ce qu'elle a cru prendre pour du racisme, c'était pas du racisme. En général, je pensais qu'on était dans un monde où on écoute les victimes, dans un monde où quelqu'un vous dit « bah non, ça c'est raciste, ah bah attends, je vais m'asseoir, je vais t'écouter ». Bah, à chaque fois que j'ai eu le malheur de parler d'une souffrance juive, d'une souffrance israélienne, de quelque chose, immédiatement on dit « ah bon, mais tu manques d'empathie ». Non, je manque pas du tout d'empathie pour les autres camps. L'empathie, ça marche dans les 2 sens. Et voilà, enfin, pardon, je suis désolé, je crois quand même que le livre est marrant. Mais enfin, ce qui me met par terre depuis que j'ai commencé à signer cet ouvrage, c'est que les gens très gentiment disent « merci de nous redonner espoir ». Mais comme moi, j'en ai aucun, je ne sais pas à quoi je sers. Et parfois, je cherche chez mes lecteurs et chez mes lectrices un peu de bonnes nouvelles. Donc, il y avait une petite dame très triste qui est venue il y a quelques jours parce qu'elle était vraiment pas bien. Et j'ai voulu lui remonter le moral. Enfin, une dame qui avait l'air juive, je ne sais pas si je sais les reconnaître correctement, mais selon, elle avait l'air assez intense pour être juive. Et je lui ai dit, rassurez-vous, c'est qu'une période. Et là, elle regarde noir, elle dit, non, c'est que le début. Okay. À propos de vieilles dames juives, il y a dans les motifs qui reviennent dans le livre, et notamment d'abord à l'occasion de votre rencontre avec cette vieille dame et son petit drapeau, vieille dame qu'on voit là dans le côté de la couverture, il y a l'histoire de la mère de Romain Gary, histoire qui revient 3 fois parce que vous l'aimez à la folie. Est-ce que vous pouvez la raconter et puis dire pourquoi vous l'aimez autant? Ouais, j'adore cette histoire. Quand on est juif, on adore les minorités. J'ai toujours aimé les migrants, d'où qu'ils viennent. Je me rappelle de livres extraordinaires de Gaston Kellman, des spectacles de Fellag, de tous ces spectacles où des étrangers ou des gens montrent à quel point ils aiment la France mieux que les Français eux-mêmes. Il y a cette histoire, donc Romain Gary part faire la Deuxième Guerre mondiale, sa mère l'emmène au train, il est avec tous les autres jeunes soldats, il est dans le train, et sa mère, c'est la seule des mamans qui sort un drapeau français et qui l'agite. Et il dit « Ma mère était la seule à agiter un drapeau français, c'est à ça qu'on voyait qu'elle était étrangère ». Et c'est une des plus belles histoires que je connaisse sur l'amour qu'on a pour la France et la manière dont on s'imagine une France. Évidemment, on se l'imagine tellement haut que parfois on est déçu.
Alors, dans les autres motifs récurrents, il y a cette phrase du philosophe Clément Rosset, qui a été votre grand maître en philosophie. Donc cette phrase, c'est « Dès qu'on approfondit, on quitte le réel ». Ce livre, c'est une confrontation au réel et aux représentations. Qu'est-ce que cette phrase dit du travail que vous y livrez ? Et question bonus, est-ce que la philosophie à laquelle vous avez été nourri vous a un peu aidé pendant cette période ? Oh oui. Oh oui, alors la bonne nouvelle, j'ai eu la chance d'être l'élève puis l'ami de Clément Rosset. Selon moi, c'était le plus grand philosophe, en tout cas quand j'étais petit. Si vous l'avez jamais lu, c'est formidable parce que ces livres se lisent en une demi-heure à peu près. Et ensuite, ils vous accompagnent toute la vie, donc c'est pas très fatigant. C'est un pessimiste joyeux. Sa phrase préférée, c'était... Alors à chaque fois qu'il disait une phrase, et je le félicitais pour cette phrase, il disait « j'ai jamais dit ça ». Il disait la joie, il croyait pas au bonheur. La joie est indépendante du phénomène. Sous-entendu, elle se décrète. Bon. Dès qu'on approfondit, on quitte le réel. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que moi, je suis portraitiste, je regarde le monde, je suis dessinateur d'après nature. Dès qu'on va essayer de conceptualiser, dès qu'on va essayer de créer un système de pensée sur ce qu'on a observé, on va s'éloigner du phénomène, on va s'éloigner de l'observation. Et en ce qui concerne la politique, on va créer un discours, des slogans, une manière de penser qui vont nous fermer à l'autre. Donc, si je voulais être provocant, je dirais que mon livre, c'est l'ennemi des idées. Mon livre, c'est une tentative de faire parler des êtres humains dans leur égarement. Si je ne savais pas ce que je sais sur Heidegger, je parlerais de Dasein. Enfin, comme la Grèce de Joseph Beuys sur une chaise, je fais parler des gens et je ne veux pas conceptualiser sur ce qu'ils me racontent. Je préfère que mes lectrices et mes lecteurs se fassent une idée, construisent ensuite. En temps de guerre, je me méfie encore plus que d'habitude des systèmes. Et je pense que Rosset, il adorait ce qui était en surface. Je crois que ça s'appelle le ménisque, la surface de l'eau, parce que c'est là qu'on a un espace de dialogue commun. Dès qu'on va approfondir sur quelque chose, on s'éloigne de ce qu'on a en commun. Il se trouve qu'on s'est déjà parlé pour mon Auguste journal et vous m'avez dit cette phrase très belle qui est « J'ai voulu laver mon mal-être dans des centaines de visages ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est Lévinas. C'est bien, on fait les révisions. On fait la philosophie. On fait les révisions du bac philo. Bientôt. Ouais. Mais ça j'y crois énormément parce que plus je vais citer Johann Sfar une seule fois. Dans Le Chat du rabbin, j'avais dépeint un ivrogne russe blanc qui détestait les juifs, qui détestait les arabes, qui détestait tout le monde. Et en même temps, tous ses copains étaient juifs et arabes. C'est dans le 5e volume. Et à un moment, il est ivre et il dit l'amitié entre les peuples, c'est caca. Vive l'amitié entre les hommes. Tout ce livre, c'est ça. C'est tant que j'étais avec des catégories qu'on semble connaître, je vois une situation bouchée et insoluble au Proche-Orient, en France, partout. Puis dès que je me mets à table avec quelqu'un, tout d'un coup, je ne dirais pas que les choses ont l'air simples, mais il me semble que j'ai quelque chose de préhensile. Le meilleur exemple de ça, c'est Hicham Suleiman, qui est un grand comédien palestinien et qui dirige également un théâtre. Et lui organise. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais en temps de guerre ? Il me dit, on ne sert à rien, on ne nous écoute pas en ce moment, mais je déjeune, je dis tout seul, il dit non, j'organise depuis des années des déjeuners avec tout le monde. Alors il y a des chrétiens, des juifs, des musulmans, des druzes, même des colons de Cisjordanie, lui il est très palestinien, et il dit, autour d'une table, on mange, on prétend ne pas parler, et on finit par échanger. Et il me dit, on se trouve avec des gens qui en sont à nier l'existence du voisin, des Israéliens qui considèrent que la Palestine n'existe pas, des Arabes qui considèrent que les Juifs n'ont pas droit à un État. Mais à table, c'est plus difficile de se le dire comme ça. Et à un moment, il s'est mis à expliquer la Palestine à son voisin de table, qui venait de Cisjordanie et qui n'entendait pas de cette oreille. Il lui a dit, la viande que je cuis, c'est libanais ? Ah non, c'est palestinien. Bon, la musique que j'écoute, elle est égyptienne. Ah non, c'est palestinien. La manière dont j'assaisonne mes repas. Ah non, tu vois, je suis palestinien. Et cette manière individuelle, j'allais dire presque un peu imbécile, qui permet aux gens d'exister autour d'une table, moi, c'est là que j'ai toujours trouvé mon espoir. Et une des choses qui m'aide beaucoup, c'est que mon travail central depuis toujours, c'est Le Chat du rabbin. C'est-à-dire que c'est un livre sur les Juifs et les Arabes dans l'endroit le plus bordélique du monde, c'est-à-dire l'Algérie, et qui s'en sortent pas. Mais je fais des livres sur comment ils s'en sortent pas. Et ça, c'est très agréable parce que j'attends toujours assez peu de choses de l'existence. Donc je suis facile à satisfaire. Je me rappelle, et j'en parle un petit peu dans le livre, de Georges Kiegemann, que j'ai eu la chance de connaître, qui reprochait à Albert Cohen son irréalisme quand Albert Cohen demandait qu'on aime les Juifs. Et Georges Kiegemann disait non, l'antisémitisme consiste uniquement
à ne pas trop détester les juifs. Et il dit, moi je ne demande pas qu'on m'aime, je veux juste qu'on se contente de ne pas trop m'exterminer. Et j'aime beaucoup cette ambition qui n'est pas énorme, et parfois malheureusement elle semble difficile à satisfaire. Et il m'est apparu dans le travail que j'ai fait sur ce livre que les gens qui ne veulent pas de juifs au Proche-Orient n'ont pas l'air d'en vouloir non plus beaucoup en Europe. Donc je voudrais bien qu'on ne leur donne pas la satisfaction de disparaître trop vite. La phrase de Kirchmann que vous citez, qui est l'antisémitisme consiste à détester excessivement les juifs, au départ c'est une définition du Larousse. Une vieille définition du Larousse. Ouais. C'est très drôle. Je ne savais pas. Qui n'est plus à l'ordre du jour. Pourquoi pas ? Parce que la cancel culture a fini quand même par triompher, mais au départ c'était une définition du Larousse. Ça me va très bien. Quelques jours après le 7 octobre a eu lieu l'inauguration de votre exposition en ces lieux. Le fait d'avoir votre nom en grand sur le musée d'art et d'histoire du judaïsme, est-ce que vous pensez que ça a participé à une prise de parole en tant que juif ? Enfin, une espèce de prise de responsabilité, de se dire je vais y aller, puisqu'il n'y a personne qui y va. Non. Non, il y a une personne qui fait ça, c'est Delphine Orviller. Delphine Orviller, on a une chance folle de la voir. Elle est apparue dans notre paysage. Moi, je veux bien devenir croyant quand je vois arriver Delphine Orviller. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a eu une personne juive qui n'était pas homophobe, qui était compatible avec le monde laïque et républicain, qui savait... Et elle est arrivée au meilleur moment pour être vraiment, même si on n'est pas tous des juifs libéraux, moi je suis plutôt un juif sauvage, mais elle est arrivée au bon moment pour donner à la communauté juive française une voix blessée, ouverte et intelligible par la société civile. Moi j'ai la chance d'avoir toujours été un irresponsable et je souhaite continuer. Je veux être le représentant de personne parce que je suis déjà pas fier de mes agissements au quotidien. En revanche, quelqu'un m'a dit récemment que j'étais représentatif. Ça m'intéresse parce que ma famille paternelle vient d'Algérie, ma famille maternelle vient d'Ukraine, toute ma famille paternelle aujourd'hui est israélienne, et moi je chemine depuis la création de ce musée, avec ce musée, en tant que visiteur, en tant qu'aficionado, j'essaye d'amener une voix juive, je ne sais pas comment dire, culturelle en France, donc je me borne à être beaucoup moi-même. Et j'ai le sentiment, c'est même un peu décevant, si on lit mes carnets autobiographiques, j'ai le sentiment de dire au mot près la même chose depuis à peu près 30 ans. Simplement, le monde change tellement vite que moi qui étais à la marge de la communauté juive, je sais que j'ai grandi en haïssant le juif de Kippour qui n'y va que 2 heures par an à la synagogue, mais moi, même 2 heures par an, j'y vais pas. Donc je suis vraiment je ne sais pas quel juif je suis. Et je me suis trouvé quelques jours après le 7 octobre. Ici, pardon, le prenez pas mal, mais ici, je me sens chez moi. Donc, outre le plaisir et d'être exposé et la perspective de vendre des ouvrages, j'étais joyeux, mais ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est quand, après les massacres, on m'a demandé de prendre la parole lors d'une soirée du Conseil représentatif des institutions juives de France. Donc, je suis allé parler devant les représentants du CRIF, ce que j'ai jamais fait. Et je me suis entendu dire, sans le faire exprès, et ça les a fait rire, preuve qu'ils sont ouverts, j'ai dit je suis ravi de vous voir, j'ai peur qu'on disparaisse. Une des preuves de cette disparition symbolique, c'est que quand j'étais petit, il y avait plein de penseurs juifs, et quand on voyait arriver un penseur juif, il était radical et il était de gauche, et aujourd'hui c'est des vieux messieurs de droite. Et ça les a fait marrer, et je crois qu'ils ont partagé mon angoisse de voir disparaître un bouillonnement intellectuel juif en Europe, parce qu'à cause de l'inquiétude, on a peur, on ne se projette pas intellectuellement dans un avenir européen. Et ça, je le récuse. Là où il y a eu un réveil chez moi sur mon identité juive, qui est là depuis toujours, et je parle que de ça dans mes livres, c'est qu'il me semble qu'à 50 ans, il est temps que je m'invente un judaïsme différent de celui de mon père, ou différent de celui de mon grand-père, qui étaient antithétiques tous les deux. Par exemple, pour mon père, à la fois, il allait de soi qu'on soit des juifs français laïcs et républicains, et c'était pour lui même pas un sujet de combat. Aujourd'hui, je me sens... l'envie de revendiquer ma présence en France de manière presque aussi sacrée que d'autres juifs revendiquent leur montée en Israël, comme ils disent. Ça, je l'ai éprouvé au retour de Tel Aviv, à la fin de ce livre, quand j'ai éprouvé... J'ai fait un voyage en Israël assez agité. J'étais à Sderot, donc à 500 mètres de Gaza, il y avait des bombardements. Enfin, j'ai fait un voyage bouleversant à tous les niveaux. Et pourtant, j'étais joyeux, et pourtant, j'avais plein d'énergie. Et quand j'ai pris l'avion pour rentrer à Paris, j'ai été écrasé d'une tristesse que j'ai pas compris tout de suite. Je me suis dit, qu'est-ce que j'éprouve ? Et je me suis dit, ce que j'éprouve,
c'est que j'adore Israël parce que c'est pas mon pays. Donc quand je suis en Israël, je suis observateur, je dessine, je regarde, et finalement, même dans la pire des tragédies israéliennes, je fais mon métier de dessinateur. Quand je rentre en France, je rentre chez moi, dans un pays où depuis 30 ans, je fais partie des petits acteurs du vivre ensemble, du dialogue intercommunautaire, de tout ça. Donc d'une certaine façon, ce qui va mal en France, c'est de ma faute aussi. Si ça va mal pour les Juifs en France, c'est de ma faute aussi. Donc je me suis, pour répondre à votre question, juif depuis toujours, mais je me suis jamais senti autant français, et je l'éprouve avec une certaine rage en ce moment. Parce que c'est même pas la double peine, c'est la quintuple peine pour les Juifs. C'est-à-dire ces dames, ces fardéas qui nîmes, avec tout ce qu'on subit dans ce livre. La dernière que j'entends, 3 pages avant la fin du livre, c'est une copine qui me dit « Mais faites attention à ce que vous dites en ce moment, parce qu'il ne faudrait pas que vous fassiez élire Marine Le Pen. » Alors j'ai dit « Ça aussi, ça va être de notre faute. » Et parce que ça, c'est une chose qu'on entend beaucoup en ce moment. On nous explique, des proches auraient pu la sortir, on nous explique qu'il y a des Juifs qui voteraient pour Le Pen. Alors moi je ne sais pas, mais je me suis renseigné auprès des instituts de sondage. Oui, il y en a, pas plus que le reste de la population en pourcentage. C'est une évidence. Mais alors peut-être qu'avant, il y avait moins de Juifs qui votaient Le Pen que les autres. Maintenant, il y en a autant. Voilà. Et ça ne va pas être ma faute. Il y a un travail de pédagogie important qui est fait dans Nous vivrons. Donc au-delà de ces rencontres avec des visages, ces portraits, il y a donc tous les passages où vous restituez des discussions qui ont eu lieu, et puis d'autres qui se poursuivent dans votre tête avec votre père et votre grand-père que vous évoquez, et où vous restaurez, vous restituez l'histoire du Moyen-Orient, où vous remontez bien avant 1948. C'était important pour vous, ce travail pédagogique dans cette BD ? Alors on en a enlevé énormément. On a retiré 150 pages dans le livre, parmi lesquelles énormément de pages sur l'histoire du Proche-Orient, l'histoire d'Israël. D'abord parce qu'on s'est aperçu que ce n'était pas ce livre-là. Et ensuite, je voulais que ce soit facile à lire. C'est pas imaginaire quand je fais parler mon père et mon grand-père qui sont plus là. Ils m'ont parlé pendant toute mon enfance. Donc je sais au mot près ce que l'un et l'autre pensaient sur le Proche-Orient, sur le sionisme, sur l'histoire des Juifs. Donc j'ai raconté ça. Ils avaient des visions simples et antithétiques. Mon père, c'était un juif d'Algérie favorable à Ferhat Abbas, donc il était enthousiaste pour les nationalismes arabes, et il était également profondément sioniste. Sa manière de décrire l'histoire récente, c'était simple. Il disait, ça me paraît assez irréfutable, il disait jusqu'à la fin du 19e siècle, les pays, ça n'existait pas, il y avait des empires, et quand les empires se sont écroulés, sur leurs décombres, sur les décombres par exemple de l'Empire ottoman et du Commonwealth anglais, sont nées des identités modernes. Au Proche-Orient, on peut parler par exemple de l'identité juive, l'identité israélienne dont a eu l'idée Théodore Herzl. Il y a toujours eu des juifs au Proche-Orient, mais Israël, c'est un projet moderne. Et ensuite, de l'identité palestinienne qui a été inventée par Yasser Arafat quelques décennies après. Et ces deux identités, disait mon père, n'auraient jamais existé l'une sans l'autre. S'il n'y avait pas eu Israël, il n'y aurait pas eu la Palestine. Il y aurait eu le grand État pan-arabe dont rêvait Nasser, mais il n'y aurait pas eu la Palestine. Et mon père, assez malicieux, disait 2-3 choses. Il disait, si tous les États arabes refusent l'existence d'Israël, c'est aussi leur manière de refuser l'existence d'un État de Palestine. Ça aussi, c'est une évidence que j'ai jamais entendue après. Il disait une autre chose, il disait, nous, on est juifs, on est pour Israël. Si on était arabe, on serait pour la Palestine. C'était sa manière de dire que dans une tragédie, tout le monde a un peu raison. Et il développait, et je l'explique dans le livre, Israël, depuis une vingtaine d'années, grâce à ses historiens, a reconnu et a travaillé sur les crimes commis en 1948 sur les populations arabes. À l'inverse, le monde arabe n'a même pas encore commencé à travailler sur le million de juifs qui ont été foutus dehors entre les années 1920 et 1960. Et il y a un mensonge historique à faire croire que les communautés juives ont été virées du monde arabe à cause de la création de l'État d'Israël en 1948. Ces communautés étaient martyrisées depuis toujours, à des degrés divers selon les pays, et sont parties et ont été mises dehors dans l'écroulement de l'Empire ottoman et dans l'essor des identités arabes. Je précise, parce que dès que je dis ça, des ressortissants de tous ces pays qui ont le sentiment de connaître les Juifs parce qu'ils en ont dans la mémoire familiale vont me dire, par exemple, c'est pas vrai, au Maroc, les Juifs ont toujours été très très bien traités. C'est vrai, au Maroc, les autorités ont toujours protégé les Juifs et c'est la rue qui les a fait fuir. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui en France ? On a des autorités qui ne pourraient pas s'investir davantage dans la protection de la communauté juive. Simplement, on ne va pas mettre un policier derrière chaque Juif. Il faut qu'il publie Nous vivrons pour avoir le droit d'un policier à côté de lui. Et je plaisante à moitié. Et si on part un jour de ce pays, c'est la rue qui nous fera fuir.
Ça, c'était mon père. Mon grand-père, c'était beaucoup plus pessimiste. Mon grand-père, il est arrivé en France dans les années 30 depuis l'Ukraine, enfin c'était la Pologne à l'époque, parce que la France a importé des médecins de la même manière que maintenant elle importe des plombiers polonais. Et toute sa famille est restée à Bolechov et s'est fait exterminer pendant la Shoah par balle. Lui, je vous la fais courte parce que j'ai raconté dans d'autres livres, lui, il était résistant pendant toute la guerre. Il avait un cousin qui, pendant ce temps, était dans la Haganah, le machin, qui était dans les grands trucs israéliens. Lui, pas du tout. Et lui, il était tellement pessimiste après Auschwitz, après tout ça. D'abord, il disait on a un répit de quelques décennies, ça va recommencer. Malheureusement, l'avenir lui a pas donné tort. Et il disait pour un juif, il n'y a pas de terre promise, même pas Israël. Garde tes valises prêtes. Ça, c'était le pessimisme de mon grand-père. Donc j'ai grandi entre ces deux mecs super positifs. Et ce que j'ai essayé de faire, puisque je suis avant tout un auteur romanesque, un auteur de fiction, j'ai essayé de faire parler tous mes personnages des mythes nationaux, des mythes sociaux qui leur permettent de tenir debout. J'ai essayé de faire parler des Israéliens dans le rapport qu'ils ont à Israël, dans la raison pour laquelle ils sont dans ce pays, dans comment ils vivent leur identité religieuse, ethnique, etc. Ce que j'ai entendu beaucoup chez des Israéliens qui connaissent la France, c'est une envie et un amour fou de cet espace qu'on a en France et qu'ils n'auront jamais. C'est un espace laïque et républicain. Israël n'est pas un État laïque. Israël est un État pluriculturel, pluriethnique. Il y a 2,5 millions de Palestiniens. Il y a 60% ou 70% des Israéliens sont des Juifs orientaux. Les autres sont des Ashkénazes. Il y a toutes sortes de communautés. Mais tout est dit de manière assez rageuse, assez conflictuelle. Il y a une micro-anecdote, j'ai eu tort de ne pas la mettre dans le livre parce qu'elle est vraiment très drôle. Une amie devait aller à Tel Aviv chez ma productrice Daphna qui est très très anti-religieuse. Et en tout cas son mari qui a écrit dans Haaretz et tout, et mon amie qui est juive appelle et dit est-ce que je peux venir chez vous pour Shabbat? Nous ne faisons pas Shabbat. C'est-à-dire que ici ne pas faire Shabbat c'est être un branleur comme moi, là-bas ne pas faire Shabbat c'est une religion, c'est un statement. Donc ça pour moi ça résume tout Israël. Dans les dialogues avec votre grand-père, j'y reviens un tout petit peu, puisque vous disiez que vous restituez des conversations qui ont eu lieu, mais il y a aussi une conversation imaginaire entre vous et votre grand-père. Et même si vous dites que votre grand-père était un homme extrêmement pessimiste, il y a ça forcément, ça vient de vous. Vous lui dites mentalement à un moment, écoute, tu me dis toujours, profite, Rome est tout le temps en train de brûler. Genre, il n'y a pas plus d'urgence aujourd'hui que d'habitude. Et là, il vous dit, si, là, maintenant... là, il se passe vraiment quelque chose. Vas-y, fais-toi quelque chose. Et c'est sans doute le livre qu'on a sous la main. Cette question de est-ce que Rome brûle plus que d'habitude pour les Juifs, c'est une interrogation. Ça lutte contre toutes mes certitudes. Moi, ma certitude littéraire, philosophique, et celle sur laquelle je tiens depuis toujours, c'est la permanence tragique. C'est cette chanson de Georges Brassens. Honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle, et Brassens répond, elle brûle tout le temps. Doublé du titre de la biographie d'Hugo Pratt que je prendrai volontiers à mon compte, c'est le désir d'être inutile, c'est-à-dire la liberté qu'offre le fait de savoir qu'un livre ne va pas changer grand-chose. Une fois qu'on a dit ça, j'ai eu le sentiment, après le 7 octobre, d'une déflagration telle, et cette déflagration allait, pardonnez-moi, je vais dire quelques réalités, au-delà des gens qui s'étaient fait massacrer, au-delà des gens qui avaient été pris en otage, au-delà, on l'a appris après, des 2 millions de personnes déplacées à Gaza, des 300 000 Israéliens qui n'ont toujours pas pu regagner leur domicile. Au-delà de tout ça, il y a eu une déflagration romanesque et symbolique sur la place des Juifs dans le monde. C'est un moment, et je regrette si la plupart des gens ne le ressentent pas, c'est un moment où la disparition du judaïsme est possible. On peut pas vivre, on peut pas penser, on peut pas exister en l'absence de tranquillité, en l'absence d'une certaine... cette paix n'existe plus nulle part aujourd'hui pour des Juifs. Je comprends parfaitement, dès que je dis cette phrase, qu'on dise la même chose au sujet de l'identité palestinienne. J'essaie de jamais me substituer à des voix arabes ou musulmanes dans mon livre, mais enfin, on comprend à peu près la réciprocité que j'éprouve. Mais bon, moi je suis ce que je suis, donc je parle de mon expérience. Donc j'ai éprouvé le besoin de mettre sur le papier des choses, en se disant qu'au moins, ça ferait du bien. J'avais besoin de donner une voix au désarroi que j'entendais, et avant tout parce que ça me faisait du bien à moi-même. Et après, j'ai toujours ce rêve un peu imbécile de me faire comprendre.
par des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe dans la tête de leurs juifs depuis le 7 octobre. On sent qu'on nous en veut un peu de ne pas avoir la réaction qu'on voudrait par rapport à ça et de ne pas être passé à autre chose depuis le 7 octobre. Pour moi, je suis un grand lecteur de Bachelard. Je crois que il n'existe pas de pensée magique. Il existe une pensée symbolique qui gouverne nos actes. Les massacres du 7 octobre, ce n'est pas juste le nombre de morts. C'est une manière de tuer. Ce sont les pogroms du Faroud, ce sont les massacres de la Shoah par balle, ce sont des massacres populaciers dans lesquels une population tout entière s'est engouffrée pour brûler des juifs dans des granges. Et c'est quelque chose qui existe dans l'inconscient collectif. On ne comprendra pas la radicalité politique d'extrême droite comme d'extrême gauche si on ne voit pas que la haine anti-juive en est un ciment, et en est un ciment consensuel. La haine anti-juive a permis à des gens qui ne se seraient jamais adressé la parole sinon de devenir des alliés politiques objectifs. Si je dois dater le moment où un juif n'a plus été bienvenu dans un rassemblement pro-palestinien, parce que moi j'ai fait mon éducation politique dans des rassemblements pro-israéliens, pro-palestiniens, c'est là que je me suis éduqué. Au moment, par exemple en France, où Dieudonné est arrivé, et où a fait une espèce d'union sacrée entre l'extrême droite et l'extrême gauche et l'islamisme et tout ça, pour faire une espèce de bouillie dont le seul ciment était la haine du juif. À ce moment-là, notre jeunesse a été empoisonnée pour plusieurs générations, et j'ai l'impression que c'est à ça que je réponds. Je réponds à ça par des portraits d'individus, et rassurez-vous, je suis certain que ça servira à pas grand-chose d'autre que de maintenir un petit peu une conversation qui relève de l'historique, qui relève du journalistique et qui nous permet de tenir sur notre espace commun de discussion. Sur le 7 octobre, comme vous le disiez, la question est presque moins celle du nombre de morts que celle de la manière, et vous y revenez à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a des scènes que vous n'avez pas eu la force de dessiner ? Non. Non, mais pourquoi j'ai dessiné ? Parce que le dessin est un outil beaucoup moins viscéral que la photographie. Et une photographie, on ne peut pas la comprendre. C'est trop horrible, un film encore moins. Le dessin, ça raconte. Donc, j'ai pas dessiné les massacres. Il me semble que j'en ai pas dessiné. J'ai dessiné les légistes, j'ai dessiné les infirmières, j'ai dessiné les gens qui parlent des massacres. J'ai dessiné les survivants qui s'expriment. J'ai dessiné des scènes de gens qui étaient à côté, de gens qui n'ont pas été tués. Mais il me semble que le dessin est assez froid pour que les gens puissent le traverser sans éprouver ce que vous dites. Et en revanche, il reste. Ça, à mes yeux, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est pour ça que j'ai consacré ma vie au dessin, c'est parce que ça vient créer, comme chez Lévinas, ça vient créer des visages, ça vient créer une empathie pour être réceptif à un texte. Je pense à une jeune fille qui est venue me voir à une séance de dédicace l'an dernier et qui m'a dit « Mais monsieur Sfar, en fait, les bandes dessinées, c'est de l'oralité ». Et j'y avais jamais pensé. Ça fait 30 ans que je fais ça, et ça fait 30 ans que je n'avais pas compris que ce que je fais dans mes bandes dessinées, ça a beaucoup plus à voir avec l'art théâtral, peut-être, qu'avec un texte sans visage. Sur la question du symbole et de la représentation, dans les scènes du 7 octobre que vous reproduisez, il y a cette image d'une personne tenue en joue par un homme du Hamas et qui a été mise en parallèle avec des images des Einsatzgruppen. Et hier, je vous regardais ferrailler sur Twitter avec des gens sur la question de la représentation des mains plongées dans le rouge, dans le sang, que vous renvoyez au lynchage de 2 réservistes israéliens en octobre 2001. Et ce combat pour la possibilité d'une reconnaissance en fait, la lecture des images, c'est votre travail, beaucoup. Et c'est un enjeu important, il me semble, dans la conversation là, dans le texte, et puis dans la conversation publique dans laquelle vous vous inscrivez. Ça me paraît essentiel. Je crois si on s'aperçoit, je parle beaucoup avec la jeune génération parce que je ne suis pas totalement désespéré, on a une jeunesse qui est absolument brillante, qui malheureusement ne fait pas parfois le travail de fond de s'éduquer sur un sujet, sur le Proche-Orient, son histoire, sa géopolitique. Donc là, je perds un peu pied quand j'essaie de parler géopolitique ou histoire avec des jeunes. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec eux, c'est parce qu'il n'y a pas les éléments et puis je ne suis pas leur prof. Bon. Alors, le domaine où on pourrait peut-être échanger, parce qu'il est beaucoup plus simple, c'est le domaine symbolique. Quand une lutte militante apparaît, elle est amenée par un certain nombre de symboles, il y en a en général assez peu, et comme je suis dessinateur,
il nous appartient de les décoder, il nous appartient de savoir ce qu'on a voulu dire avec ce symbole. Et évidemment, un symbole, on peut toujours lui donner tous les sens qu'on veut, mais j'essaie de les comprendre, j'essaie de les interroger, et j'essaie de voir ce qui se passe. Il y a un mois, lors de la cérémonie des Oscars, les stars américaines ont défilé avec un pins qui représentait une main rouge, et qui était pour la Palestine. Alors, il y a beaucoup de symboles que je comprends pour la Palestine. Par exemple, quand on montre une carte où Israël n'existe plus, ça je comprends bien, ça veut dire on va jeter tous les Juifs à la mer. Quand on me dit From the river to the sea, ça je comprends bien, ça veut dire on va jeter tous les Juifs à la mer. Et les gens qui vous disent on veut un État binational, on dirait qu'ils n'ont pas regardé les 52 États musulmans qui encadrent Israël et qui, à ma connaissance, n'ont plus un seul Juif parmi leur population. Bon. Et alors, quand j'ai vu cette main rouge, j'ai tout de suite pensé, je me suis dit je dois être le seul, en 2000, à ce massacre des 2 réservistes israéliens à main nue par la population de Ramallah et les 2 mains rouges de leurs assassins à la fenêtre d'un commissariat. J'étais pas le seul à le penser, puisque lors de la cérémonie des Oscars, des centaines de Juifs dans le monde entier ont dit « Attendez, là, vous appelez pas à l'arrêt des massacres, vous appelez à un autre pogrom ». À peu près la même semaine, les représentants du Hamas disaient « Le 7 octobre, c'était un premier, on en fera 2, on en fera 3, on en fera 4 ». Ça, c'était il y a un mois. Le monde entier a parlé de ça sur Twitter. Bon, il y a 2 jours, je vois à Sciences Po les jeunes gens, et je comprends qu'ils manifestent pour la Palestine, j'aurai leur âge, je serai avec eux. Mais je les vois avec ces mains rouges. Alors je sais bien que dans des dizaines de luttes, les mains rouges, ça veut dire vous avez du sang sur les mains. Mais dans le cadre spécifique de l'histoire israélo-palestinienne, je ne connais pas un Palestinien, je ne connais pas un Israélien qui, en voyant ces mains en rouge, ne pense pas à ce massacre de l'an 2000. J'ai eu le malheur de le dire sur Twitter. Le monde entier m'est tombé dessus en disant « Mais ces gamins sont trop jeunes, ils ne savent pas. Tu leur prêtes des intentions qu'ils n'ont pas. De quel droit tu dis ça? Tu veux salir la cause palestinienne, c'est l'inverse. J'aimerais bien participer à la cause palestinienne sans qu'on appelle au massacre de Juifs toutes les 2 minutes. Parce que de 2 choses l'une, soit on dit on veut la paix, soit on dit on veut une intifada. Mais il faudrait savoir, on fait la paix avec les Juifs ou on les tue. 2 salles, 2 ambiances. » Et hier soir, je vois arriver le représentant des étudiants de Sciences Po. On lui montre l'image, on lui dit qu'est-ce que c'est. Alors je cite au mot près, mais je vous invite à voir mon site internet, je vous avais interviewé, il dit ah oui, alors ça c'est un symbole un petit peu controversé. Alors la présentatrice dit oui, on a tué des Juifs à main nue, on les a dédicapés. Oui, alors si ça veut dire ça, évidemment c'est antisémite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savaient tout à fait ce que ça voulait dire. Alors depuis, et j'ai pas le droit de citer les gens et c'est moche, mais depuis j'ai fait ma petite enquête, j'ai appelé des gens qui les connaissent à Sciences Po et qui disent on est allé leur dire plein de fois que ce symbole était un trope qui pouvait être lu de 2 façons. On les a prévenus, on le leur a dit, ils l'ont utilisé quand même. Voilà. Et maintenant, je me fais assassiner depuis hier sur Twitter parce qu'évidemment, je jette l'opprobre sur... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de discuter avec la jeunesse d'histoire ou de géopolitique parce que quand ils ne connaissent pas, ça les vexe. Et ça veut dire qu'on n'a pas le droit de discuter du sens des symboles qu'ils utilisent. Et là, c'est ennuyeux parce que ce sont des sables mouvants. Et moi, j'ai pas d'opposition idéologique avec ces jeunes gens. Je comprends parfaitement leur soif de justice. Le problème, c'est que je ne sais pas par quel bout prendre une discussion avec eux. Et peut-être que je suis trop vieux et que c'est plus mon boulot et que j'ai pas à m'énerver à ce sujet. Mais j'imagine la satisfaction qu'on a à m'insulter sur Twitter. Mais je ne crois pas que ça va régler le problème du manque de socle. Et le problème, c'est que quand il n'y a pas de socle, il y a toujours des gens un peu plus malins qu'eux pour s'en occuper et pour donner une direction à un mouvement. Voilà. Et ce sera ma dernière question avant de laisser la parole à la salle. Nous vivrons s'achève dans un cimetière. D'une part, s'achève, vous êtes seul dans un cimetière sur la tombe d'une de vos cousines. Et puis les remerciements s'achèvent sur la phrase « Moi, on m'enlève mes morts, je m'effondre ». Donc, nous vivrons, c'est dire que vos morts vous obligent? Oui. D'abord, moi, j'ai aucun ennemi qui marche sur 2 pattes parce que j'ai plus d'ambition que ça. Mes bagarres, en général, c'est avec le bon Dieu. Et donc, il y a cette image terrible de ces réservistes israéliens qui ont dû aller débarrasser un kibboutz qui était plein de corps brûlés, suppliciés, et le rabbin qui les accompagnait n'entre pas. Et les soldats se retrouvent à l'intérieur, et puis le rabbin n'entre pas, ne fait pas de bénédiction, et au bout d'un moment, ils lui disent « Qu'est-ce qui se passe ?» Et le rabbin dit « Attends, Dieu et moi ne sommes pas en bons termes. » Et j'ai dû, au milieu de tout ça, juste pour qu'on n'en veuille pas trop aux uns et aux autres, et appeler qu'il y a des dessins supérieurs derrière ça, j'ai dû annoncer à ma tante chérie qui a 92 ans que sa fille venait de mourir. Et comme ma tante a toute sa tête, mais pas longtemps,
j'ai dû le lui annoncer une vingtaine de fois en 1 heure. Et au début avec beaucoup d'émotion, et après en scrollant sur mon téléphone, parce que c'est que les pires infos quand on les a dit 30 fois. Bon. Et à la suite de ça, il a fallu aller aux obsèques, et je me suis trouvé dans le cimetière où est enterrée ma mère, un cimetière le cimetière de l'Est à Nice, qui a été profané quelques jours après les tueries de Mohamed Merah, parce qu'en France, quand on agresse des juifs, ça crée des vocations. L'augmentation des violences anti-juives en France, c'est pas la réponse israélienne, c'est après les tueries du 7 octobre. Et voilà, j'ai terminé le livre au cimetière de Nice, juste en levant un verre et en disant l'Echaim, parce que tout ce livre, c'est une espèce d'hommage à la vie. Le Am Israël Chai, c'est pas une demande de conquête, c'est pas une demande de victoire, c'est une demande de survie. Et même ça, parfois, on a l'impression que c'est beaucoup. Alors, il paraît que Dieu nous aime, il le fait de manière très singulière, il a un sens de l'humour de vieil oncle à table dont on n'apprécie pas toutes les blagues, et je souhaite qu'on continue à éprouver longtemps son amour, mais qu'il change de registre. Merci Johan. Et donc, il y a un micro qui est prêt à circuler, il suffit de lever le bras pour pouvoir poser une question. Et on fait comme si la première question avait été posée, et c'est bon, vous êtes détendu. Bonjour Johan, merci beaucoup pour ce petit moment d'intelligence. Je vais essayer de m'adresser à la part positive de vous, parce qu'on a découvert une part, vous diriez c'est votre part ashkénaze, si on en croit ce que vous écrivez au début du bouquin. Vous savez qu'à Paris on ne le trouve pas, c'est sold out partout à la Fnac, chez Gibert, on a du mal à trouver le livre. J'aimerais vous faire remarquer qu'il y a beaucoup plus de lecteurs qu'il n'y a de juifs potentiels de votre livre. Et j'aimerais savoir quel est votre avis sur l'impact que cela peut avoir sur les non-juifs, dont je fais partie. Et donc moi, je suis très optimiste à vous lire, en tout cas. Ça c'est une excellente nouvelle. Laurent Muller, l'éditeur, est dans la salle. Il a lancé plusieurs réimpressions. Je vous remercie beaucoup. Je dois dire, parce qu'il ne faut pas être mesquin dans la vie, mais il y a une satisfaction mesquine derrière cette bonne nouvelle chez moi. C'est que... Au début, l'ouvrage devait être chez une autre maison d'édition, et l'éditeur pressenti m'a dit on sera ravis de le publier, mais à cause du sujet et du caractère hébraïque sur la couverture, on en imprimera très peu car c'est un sujet clivant. Et je précise, mais ça semble une évidence, depuis 30 ans que je fais des bandes dessinées, je m'adresse à un public de littérature générale, laïque et républicain. Je ne me suis jamais adressé à un public communautaire, parce que je ne sais même pas ce que c'est qu'une communauté, la République n'en reconnaît pas. Et j'ai toujours bénéficié en librairie d'une gentillesse extraordinaire. C'est pour ça que, dans l'intérêt du pays et dans mon intérêt très personnel, j'ai toujours défendu la librairie. Mais effectivement, je suis bouleversé par l'accueil du livre. Je mesure qu'il y a une immense majorité silencieuse de Français qui ne veulent le massacre de personne, qui rêvent que de paix et de justice au Proche-Orient, qui ont envie de haïr ni les Palestiniens ni les Israéliens, qui comprennent parfaitement qu'en France, les Juifs soient dévastés par ce qui se passe. Donc, ce qui est rassurant, c'est que l'immense majorité des gens comprennent tout à fait ce qui est en train de se passer et ne sont pas là pour maltraiter quiconque. Ce que je regrette, c'est que lorsque certains concitoyens sont affligés d'une névrose grave, comme par exemple jeter une vieille dame juive par une fenêtre, cette névrose se fixe sur l'antisémitisme. Alors, en chaque période, on trouve des petites... Enfin, il y en a d'autres, il n'y a pas que celle-là. Mais il y a des névroses dont on se passerait bien, et il y a des ignorances dont on se passerait bien. Mais moi, je me sens très heureux en France, je vais nulle part ailleurs. J'adore Israël parce que je peux en partir quand j'y suis. La parole revient, monsieur. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Dans votre exposition, il y a une planche qui s'appelle le dernier juif d'Europe. Alors, j'ai lu un livre quand j'étais petit qui s'appelait Le dernier des Mohicans, qui m'a un peu traumatisé. Je me disais toujours, en tant que juif, est-ce que ça peut aussi arriver est-ce que ça pourrait arriver au juste qu'on soit dans la même situation, qui est le dernier des Mohicans, le dernier des juifs. Donc, je voulais savoir si vous pouviez expliquer cette planche, d'où elle venait. Et je voudrais juste dire que je ne me sens pas que le judaïsme est menacé, parce qu'il continuera à vivre, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Donc je reviens d'Israël aussi, donc j'ai une conclusion un petit peu différente de la vôtre. Mais tant mieux. Mais c'est pas mon livre, la préoccupation. J'avais fait un roman qui s'appelle Le dernier juif d'Europe. C'est l'histoire, entre autres,
d'un vieux juif qui en a marre, et il se fait tellement emmerder, donc il a décidé de se faire remettre le prépuce, et dès qu'il s'est fait remettre le prépuce, il a décidé de devenir antisémite. Et le héros du livre, c'est son fils, qui est un peu emmerdé par les décisions de son père. Et son fils, qui n'avait pas prévu, se trouve être le dernier juif de la famille. Mais ce qui est un peu plus préoccupant, c'est qu'en l'espace d'un an ou deux, et je les évoque dans cet ouvrage, il y a 4 romans qui, à un mot près, se sont appelés Le Dernier Juif. Et il y a un film extraordinaire que je vous recommande de Noé Debré, qui s'appelle Le Dernier des Juifs. Donc il y a tout de même le sentiment collectif que si on veut qu'une voix juive subsiste en France, il faut la réinventer, y compris dans la jeunesse. Il y a énormément de raisons d'espérer. Je crois qu'à la suite des drames récents, beaucoup de gens se sont agités pour pas seulement parler, mais inventer une nouvelle manière de parler du judaïsme. Je pense beaucoup à des revues universitaires, comme en particulier la revue K, qui est extraordinaire, ou le site Acadème. Enfin, il y a beaucoup de voix juives en Europe qui affleurent. En Israël, c'est la même chose. Il y a une angoisse double en Israël. Il y a le danger évidemment militaire. À Gaza, c'est une évidence, mais il y a l'ombre d'une guerre avec le Liban qui étouffe de plus en plus les Israéliens. Et il y a également là-bas la question du contrat social israélien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en Israël, qu'est-ce que c'était le sens de ce pays. C'est une question qui était déjà brûlante avant le 7 octobre et que l'unité nécessaire à la guerre n'a pas fait taire non plus. Donc si on survit, on se sera réinventé. Et je crois que c'est le destin de toute population que de se réinventer. La manière dont moi je définis mon judaïsme est différente de celle qu'employait mon père ou mon grand-père, et j'imagine que mes enfants diront encore autre chose. Oui, je suis là. Voilà. Bonjour, merci pour ce livre. Bonjour. Moi, j'ai entendu le chiffre que vous avez dit de 1000%, et après le 7 octobre, c'est vrai qu'en tant que juive, j'ai commencé à avoir peur. Et je me suis retrouvée à faire un truc que je pensais jamais faire, c'est dire à mes enfants de pas trop le dire, de le cacher, de pas se faire remarquer. Et en fait, voilà. Et des gens comme vous, quand ils s'exprimaient, ça permettait à moi d'avoir une voix que je taisais. Donc je voulais savoir comment vous vivez ça. Est-ce que vous pensez normal de dire à ses enfants de le faire? Est-ce que c'est une bonne survie, ou est-ce que je suis trop parano? Non, vous n'êtes pas parano. On a tous intégré ça depuis toujours. Et ce qui est assez marrant, moi pour être tranquille, j'ai épousé une protestante, sauf que, manque de bol, elle se passionne pour le judaïsme. Je vous promets que j'y suis pour rien. Et elle n'a pas intégré tous les trucs que moi je sais depuis l'enfance. Tu parles pas hébreu dans un taxi, tu dis pas, tu téléphones pas à Israël dans le taxi. Mais ma femme, pas du tout. Ma femme, elle est avec mon fils de 4 ans. Vas-y chérie, on va te mettre les chansons hébraïques. Non, tu le mets pas. Et bon, et alors ça, il y a ça. On a tous intégré ça depuis toujours. Mais là, depuis le 7 octobre, c'est stratosphérique. Les bonnes et les mauvaises nouvelles. Moi, je dois dire que les concitoyens avec qui la sollicitude a été la plus grande depuis le 7 octobre, ce sont mes camarades musulmans. Parce que même si on pense rien pareil, ils n'ont pas l'espèce de distance d'autres camarades qui ne vont pas oser venir me parler. Le nombre de coups de fil de « comment tu vas ? On pense à toi, on espère que tout va bien, c'est compliqué ». Ça, j'ai eu dans tous les sens. Ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est pour nos jeunes, le monde estudiantin. Tous les étudiants israéliens que je connaissais ont quitté la France, point final. Et tous les étudiants juifs que je connais, soit ne vont pas à la fac, soit quand ils vont la boule au ventre, parce qu'ils savent, on va pas leur taper dessus, ou j'espère pas trop, mais ils savent qu'on va les entreprendre sur le Proche-Orient nuit et jour, et parfois ils ont rien à en dire, parfois c'est pas leur sujet, parfois ils sont pas forcément qualifiés pour en parler, et on va exiger d'eux qu'ils disent des choses. Et c'est absolument contre-productif. Je reprends, j'ai sans doute tort de donner trop d'importance à ce qui se dit à Sciences Po, parce que je ne suis pas sûr qu'on soit dans l'état de l'art de la recherche géopolitique, mais tout de même, depuis 30 ans, tous les discours sur l'identité palestinienne, sur les rapports israélo-palestiniens, sur les travaux d'historiens, ils ont tous été écrits dans des universités de Tel Aviv et de Jérusalem par des chercheurs juifs et arabes qui bossent ensemble. Et Israël fournit le monde entier en ouvrages pro-palestiniens et en ouvrages pour la paix qui sont en plus... Enfin, qui sont bon, j'ai pas remarqué que la France ait produit un grand ouvrage sur la Palestine depuis 30 ans. Et hier, on apprend que Sciences Po veut boycotter les universités israéliennes, qui sont le lieu de la pensée, le lieu de la recherche et le lieu où il y a de l'espoir pour une amitié entre les peuples de la région. C'est d'autant plus contre-productif que le discours qui s'oppose à la droite et l'extrême droite israélienne, il est inventé dans les universités israéliennes. Moi, les gens que j'ai rencontrés là-bas, ce sont des gens
qui remplissent leurs obligations militaires, qui vont à la guerre, et dès qu'ils ont 2 jours de permission, ils vont manifester contre le gouvernement et ils avancent sur leur thèse de fin d'études ou des choses comme ça. Et quand je vois, depuis la tranquillité de Saint-Germain-des-Prés, une haine qui se répand sans doute inconsciemment, mais qui est un ennemi et de la survie d'Israël et de la cause palestinienne. Donc c'est assez déprimant. Maintenant, dans mon cas personnel, ça dépend des moments. Il y a des moments où je me sens très très bien et des moments où j'ose pas vous dire qu'il y a des moments où je me dis que j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Je vous promets que je pense pas ça. Mais il y a une tranquillité qui a disparu, oui. Bonjour et Bonjour. Merci beaucoup pour votre livre, voilà, qui est loin d'être inutile, hein, parce que vous dites que c'est pas avec des petits dessins que ça va faire quoi que ce soit, mais non, c'est pas vrai du tout. Moi, j'étais pas bien non plus après le 7 octobre, bien sûr, et après, avec votre livre, en fait, j'ai appris beaucoup de choses parce qu'il y a plein de connaissances historiques et géopolitiques que j'avais pas forcément, et ça m'a permis d'aller creuser derrière encore et de découvrir plein de choses. Donc déjà ça, super, parce que pareil, les gens qui ont plein de certitudes ou des discours creux et voilà, il y en a assez quoi en fait. Et en fait, il m'a vraiment énervé en fait ce livre, donc il m'a mis encore plus la rage, je veux dire. Et du coup, j'ai adhéré au collectif Nous Vivrons, grâce à vous, voilà. Parce que j'ai découvert ce que je ne savais pas, ce qui s'est passé qui m'a sidéré le 8 mars, en fait, avec le collectif Nous Toutes et des femmes qui ont été exfiltrées quoi, de cette manif pour parler, en fait, d'autres femmes qui avaient subi des massacres le 7 octobre. Et voilà, et moi, dans mon rêve, je me suis dit, ça aurait été génial simplement de se donner la main entre femmes juives et arabes, au nom des femmes, simplement avoir cette solidarité féminine. Et ça m'a atterrée, quoi. Voilà. Donc merci, parce que derrière, du coup, je me suis mise à combattre. Voilà. Je vous remercie beaucoup. D'abord, je tiens à préciser que le collectif Nous Vivrons, c'est pas du tout moi. Ils sont très gentils, je leur ai donné mon accord et j'adore tout ce qu'ils font, mais c'est pas du tout moi. Ensuite, oui, il se passe des choses révoltantes en permanence, parce que non seulement les groupes de femmes juives de ce collectif ont été exfiltrés, mais en plus des femmes qui venaient individuellement pour prôner la fraternité se sont vues arracher leurs pancartes, et des fondatrices des mouvements noustoutes.org ont été menacées d'être virées quand elles voulaient parler des juifs. Ça me paraît absolument abominable, et les mots me manquent un petit peu pour qualifier tout ça. Je crois qu'on n'en est pas sorti. Si, une chose. Il y a des gens qui sont admirables au milieu de ça. Il y a le collectif des guerrières de la paix qui, depuis le lendemain du 7 octobre, a été limpide, et ils mettent sur scène des femmes arabes et des femmes juives qui disent juste les massacres, c'est non. Et qui se mettent d'accord sur une espèce de petit dénominateur commun tout simple. C'est si quelqu'un se fait tuer en Israël, c'est mal. Si quelqu'un se fait tuer à Gaza, c'est mal. Tant pis si on nous traite de naïfs, tant pis si on nous dit qu'on ne reconnaît pas les réalités du terrain, les ceci, les cela. Nous, on sera contre la guerre et on sera pour la fraternité. Ce dialogue qui a l'air complètement imbécile et qui a l'air d'enfoncer des portes ouvertes, à mes yeux, il est vital. Il est courageux. Elles se font attaquer de toutes parts parce qu'elles se bornent à dire ça. J'ai également un immense respect pour les étudiants de l'UEJF qui vont partout, c'est-à-dire à Saint-Denis, c'est pas juste à Saint-Germain-des-Prés, amener de la discussion, chercher du dialogue. Parce qu'il y a des raisons d'espoir. Excusez-moi si je me trompe sur le nom de cette organisation. Il y a une organisation qui s'appelle, je crois, Parler Ensemble, et qui, depuis des années, développe des cours conjoints d'arabe et d'hébreu, qui sont évidemment l'occasion pour les gens de se rencontrer. Donc il y a tellement de gens formidables qui font des choses extra, qui, à mes yeux, pardonnez-moi, ça c'est la gauche. Ça c'est la gauche. Appeler à la haine, appeler à la division, utiliser l'inculture d'étudiants pour créer encore plus de chagrin ici et n'avoir aucune influence sur le Proche-Orient, parce que la voix française au Proche-Orient, malheureusement, elle n'est plus écoutée. Ça, à mes yeux, c'est pas la gauche. J'aimerais vous poser une question peut-être très directe. Vous avez une vision du vivre ensemble laïque qui est très belle et à laquelle je peux adhérer.
Mais il y a eu des expériences faites, par exemple, par une psychanalyste bien connue, on l'a vu sur Internet, qui a essayé au lendemain, au bout d'une semaine, après le 7 octobre, de demander à des musulmans très éclairés de pouvoir signer, pas en mon nom, vous n'allez pas faire ça en mon nom. Elle a recueilli uniquement 17 voix, alors qu'elle connaît énormément de monde. Dans quel pays ? En France. Donc, ça signifie que... Et puis, vous êtes quelqu'un de très laïque. La part religieuse qui revient à ce problème, le Coran, avec tout ce qu'on sait qu'il peut contenir et tout ça, finalement, vous le mettez très rapidement et très largement de côté dans une volonté d'espoir, et ça, on peut le comprendre. Mais je me demande si vous voyez véritablement la réalité telle qu'elle est. Et puis, je vais vous poser une question. Parmi tous les musulmans que vous connaissez et que vous avez comme amis, est-ce que vous en avez perdu quelques-uns qui, tout d'un coup, éventuellement, ont pris de la distance vis-à-vis de votre volonté de rapprochement, qui est tout à fait louable, mais que l'on ne voit pas partout? Alors, c'est une excellente question, et si vous le permettez, je vais faire une réponse un peu longue, qui comporte des bonnes et des mauvaises nouvelles. Et sur ces sujets, c'est un peu comme sur la météo, sur ces sujets qui relèvent du ressenti, je vais essayer d'être précis. Je vais commencer par Israël. Il y a 2,5 millions de musulmans en Israël, d'Arabes israéliens ou de Palestiniens israéliens, appelez-les comme vous voulez, qu'Israël surveille comme le lait sur le feu parce qu'ils n'ont qu'une peur, c'est qu'ils se sentent mal. Donc on leur fait des sondages à longueur de temps. Il s'est passé quelque chose de fulgurant, de foudroyant après le 7 octobre. On les a interrogés sur leur identité immédiatement après le 7 octobre. Avant, ils disaient toujours qu'ils étaient d'abord musulmans ou d'abord palestiniens et ensuite autre chose. Quand je vais en Israël, on me dit toujours « fais attention, en Israël, ils sont israéliens avant d'être juifs ». Pour la première fois, les Arabes israéliens ont dit que leur identité était avant tout israélienne, pour de nombreuses raisons. La première, il y a eu énormément de Bédouins parmi les victimes et parmi les otages du 7 octobre. La deuxième, quand les roquettes tombent, ça tombe sur eux aussi. Et ça a créé une véritable scission entre les Palestiniens d'Israël et ceux de Gaza et de Cisjordanie. De Gaza pour des raisons évidentes, et de Cisjordanie parce que la Cisjordanie est devenue complètement pro-Hamas depuis le 7 octobre. Le revers de cette médaille, si j'ose dire, mais c'est une bonne chose et c'est un combat que je trouve noble, ce sont que les Palestiniens d'Israël ont décidé de faire valoir leurs droits, y compris des droits ressentis. Par exemple, un de mes amis du théâtre juif arabe de Tel Aviv m'a dit « Mais tu comprends, quand il y a des roquettes qui arrivent, on va dans les mêmes abris que les autres. Simplement, on n'ose pas parler arabe quand notre mère nous téléphone. » Et j'ai, de manière très concrète, la difficulté que j'ai eue pour ce livre. Comme je fais de la télévision là-bas, je connais énormément de metteurs en scène, de comédiens, de scénaristes musulmans, israéliens. Et je leur ai demandé de parler pour mon livre. Ils ont quasiment tous refusé, pour une raison très simple. Ils ont dit « Mais en ce moment, dès qu'on dit un mot, on va se faire insulter par tous les camps. » Jusqu'à des degrés, une présentatrice arabe de la télé israélienne a été renvoyée parce qu'en privé, elle avait écrit quelque chose de nuancé au sujet de la résistance palestinienne. Donc ils sont dans un corsettement du discours qui fait qu'on ne les entend pas. J'ajoute une autre injustice que les gens connaissent assez peu. Les artistes palestiniens d'Israël n'ont pas le droit de travailler dans le monde arabe parce qu'ils ont des papiers israéliens. Donc vous n'êtes pas prêts d'entendre leur voix dans le monde arabe. Ça, c'est une chose. En France, il y a eu des informations un petit peu plus inquiétantes. On a appris, c'est dans le livre, que 75% des musulmans français, quand on les interroge, ne considèrent pas le 7 octobre comme un acte terroriste. Ça, c'est très préoccupant. Il y a eu une autre chose préoccupante, c'est on a fait venir à Paris les familles des Bédouins qui avaient été pris en otage ou massacrés par le Hamas. Et ces familles voulaient rencontrer des personnalités françaises identifiées comme musulmanes. Personne n'a souhaité les rencontrer. Voilà. Ça, c'est la réalité chiffrée d'une identité française musulmane sans doute malheureuse,
pas seulement pour des motifs religieux, également pour des motifs historiques. Il me semble que pèsent sur l'ambiance de notre pays des fantômes de l'Algérie grâce auxquels beaucoup s'imaginent le Proche-Orient. C'est quelque chose d'absolument délétère. Quand vous dites que je ne parle pas beaucoup de la religion dans mon livre, je vous invite à regarder. J'évoque parmi les grands responsables de la haine l'éducation religieuse et je cite très précisément des choses qui y sont. Il reste que dans mon entourage et dans mon univers, moi j'ai ce site particulier de d'écrire depuis 30 ans des juifs qui ont l'air arabes. Je suis entouré de musulmans, principalement maghrébins, mais également de tout le Golfe et également des gens qui ne sont pas arabes, des Iraniens. Je n'ai reçu que de la sollicitude, que de l'affection, donc j'ai pas perdu un seul ami depuis ce moment-là. Il reste qu'une chose qui nous nuit énormément et que je n'entends jamais dire. La critique sur le religieux, la critique sur les quartiers, la critique sur le rap, ça je l'entends partout. Il y a une critique que j'entends assez peu, c'est la proximité incomprise entre les Maghrébins, juifs et musulmans. Comme on a vécu côte à côte, les juifs s'imaginent qu'ils connaissent les arabes et les arabes s'imaginent qu'ils connaissent les juifs. Et c'est la porte ouverte à raconter des bêtises sur chaque communauté. Ça, j'en entends de tous les côtés. La mieux, pour parler aussi de nous, je suis à Tel Aviv, je constate qu'il y a toutes ces familles musulmanes et toutes ces familles juives. Et il y a une dame juive francophone qui me dit, et je dis, mais c'est bizarre quand même, vous ne prenez jamais un café ensemble, vous n'êtes jamais à la même table. Et il y a une dame qui me dit, regarde comme ils sont heureux les Arabes ici. C'est gentil de sa part, mais j'aurais bien aimé que les Arabes me le disent eux-mêmes. Donc, comme toujours, je suis quelqu'un d'assez désespéré. Donc, si on cherche des motifs de pessimisme, on va en trouver énormément. Ce que j'ai constaté à titre personnel, je me fais énormément insulter et maudire sur Internet. Il y a eu une époque où c'était uniquement des islamistes. J'ai le regret de constater aujourd'hui que cette haine est beaucoup plus répandue que ça dans le territoire français. Donc, les gens qui m'insultent et de très loin ne sont pas seulement de ce bord-là. En revanche, les yeux dans les yeux, c'est très difficile de haïr son prochain. Et étant élevé dans une culture maghrébine, j'ai toujours une grande affection pour la culture maghrébine et je m'y sens bien. Et évidemment, comme la plupart de mes camarades, je regrette l'époque où les identités, et singulièrement les identités religieuses, n'étaient pas à ce point étouffantes. Je partage votre point de vue, on est aujourd'hui étouffé par une surreprésentation du religieux qui nuit à tous. Mais une part de moi a le sentiment que tout le monde le déplore, mais qu'on ne sait pas comment en sortir. Mais peut-être suis-je naïf. Je vous remercie de votre humanité. Je voulais dire quand même quelque chose à propos de l'antisémitisme dans sa construction historique. Il y a 10 ans bientôt, l'année prochaine, est sorti en France un livre qui est remarquable, qui parle de la construction imaginaire de l'Europe occidentale. Ce livre a été écrit par une anthropologue polonaise, Joanna Tokarska-Bakir, et le livre s'appelle « Légende du sang », le sous-titre « Pour une anthropologie de l'antisémitisme chrétien ». Il a été présenté ici, en ce lieu, il a été aussi présenté par Marc-Alain Ouaknin, c'est moi qui l'ai traduit. Voilà, donc cette histoire a commencé il y a très longtemps et on ne peut pas oublier que l'Occident se fonde sur l'antisémitisme. Je connais malheureusement ce sujet assez bien puisque mon grand-père, Arthur Haftel, était le seul à parler polonais à Nice quand j'étais petit. Donc tous les Polonais qui arrivaient venaient se faire traduire, catholiques, venaient se faire traduire leurs papiers administratifs par mon grand-père, qui en profitaient pour courtiser leurs épouses. Mon grand-père qui disait « l'antisémitisme s'arrête à l'entrée des chambres d'hôtel ». Pour 1000 raisons, je fréquente depuis plus de 30 ans beaucoup de communautés chrétiennes d'Europe centrale et d'Europe de l'Est qui nous montrent de manière très brute des choses qu'en France on a cachées sous le tapis. Le sous-texte de ce que vous dites, et pour le dire en une seule phrase, le juif a une fonction dans les sociétés occidentales comme dans les sociétés orientales, c'est un bouc émissaire. C'est une créature qui est perçue collectivement pour qu'on passe ses nerfs dessus quand ça va très bien, quand ça va pas très bien. Le tsar, quand ça allait mal dans sa guerre avec le Japon, il décrétait quelques pogroms pour calmer les gens. Et malheureusement, dans l'imaginaire, par rôle de balancier, c'est parfois en Orient, parfois en Occident, dans l'imaginaire collectif, c'est ainsi qu'on est perçu. Certains optimistes ont voulu croire qu'après la Shoah,
et que grâce, entre autres, au développement de la fabrique Le Rêve d'Hollywood et ces choses-là, c'était derrière nous. Moi, je ne l'ai jamais pensé. Et on voit bien, tout ça est mythologique. On voit bien là, c'est ça qui me rend le plus malade, c'est que tous les mouvements politiques avant-gardistes d'aujourd'hui ont un soubassement intellectuel, ont un soubassement mythologique qui relève de l'Inquisition, qui relève, et le juif va toujours, quelle que soit la radicalité, le juif va toujours être l'ennemi, parce qu'il y a un soubassement, mais qui remonte au Moyen-Âge, vous avez parfaitement raison. Je fais partie des gens qui pensent que c'est par les légendes qu'on soigne ça. Je pense que le projet hollywoodien, quand des Lubitsch, quand des Wilder ont quitté l'Europe pour aller inventer des comédies américaines, pour montrer le monde mieux qu'il était, il y avait cette envie de changer le légendaire mondial et de changer l'image du juif. Ça a marché quelque temps. Je crois qu'on est revenu dans un monde où les gens se font une idée des juifs. Il y a une envie de faire taire les juifs dès qu'ils sont différents de l'image qu'on se fait d'eux. Pardonnez-moi, je partage votre point de vue, je suis sûr que c'est ça que vous pensiez. Les gens aiment beaucoup les juifs en pyjama rayé et quand ils sont morts, ils ne les aiment pas quand ils se défendent. Et avant, j'ai fait un livre l'an dernier qui m'a beaucoup coûté, parce que j'ai jamais enquêté sur ma famille maternelle. Ce livre s'appelle « Les enfants ne se laissaient pas faire ». C'est qu'à l'occasion de la guerre en Ukraine, j'ai vu apparaître des noms de topologie qui appartenaient à ma famille paternelle. Donc j'ai fait ce livre sur la Shoah par balle, et j'ai eu l'impression qu'un juif, sans le faire exprès, avait changé cet imaginaire, même s'il est juif par accident de naissance, c'est Vladimir Zelensky. On avait tout de suite, et ça, Romain Gary l'aurait tellement aimé. Romain Gary qui disait, ils se sont mis à marcher voûté parce que ça fait des siècles qu'on leur disait de le faire. Il y a soudain un petit juif musclé et en t-shirt qui a mis en échec le tsar. Et là, sans le faire exprès, ce Zelensky, il a changé l'imaginaire européen sur les juifs. Peut-être que c'était momentané. Mais plus que jamais, moi qui crois au légendaire, nous avons besoin de héros. Nous avons besoin de personnages qui vont être mieux qu'eux-mêmes et qui vont... Finalement, on est la seule... Non, on n'est pas la seule. Il y a deux minorités qui se portent cette histoire-là. Ce sont les Noirs et les Juifs. Il y a deux minorités qui se portent une espèce de malédiction qui fait que, quel que soit l'endroit où ils se mettent, ça n'ira pas. C'est intéressant, la détestation des Juifs n'est pas une constance, c'est pas une mythologie, ce sont des dizaines de mythologies. Il y a des fois où on leur reproche de faire preuve d'être d'une ethnie, des fois on leur reproche d'être blanc, des fois on leur reproche d'être trop marxiste, des fois on leur reproche d'être trop capitaliste, des fois on leur reproche d'être apatride, des fois on leur reproche d'avoir un pays, au bout d'un moment on leur reproche de vivre. Mais on ne voudrait pas qu'ils disparaissent parce qu'on aime bien taper dessus. Ils disparaîtraient, que ce serait pas très grave, parce qu'on peut être antisémite sans avoir de Juifs sous la main. C'est la seule haine du monde où on a... Et moi, je suis frappé, depuis toutes les lettres d'insultes que je reçois et de machin, le nombre de gens, j'appelle ça des juifologues, qui viennent m'expliquer ce que c'est qu'un juif, quelle est ma généalogie, quelle est mon histoire, quelle est ma biologie. Et c'est ahurissant. C'est ahurissant. Donc vous avez raison, c'est une maladie collective, et ceux qui en sont atteints n'ont pas la moindre idée qu'ils sont malades. Sur cette note de gaieté, voilà. Cette note de gaieté, Joël, vous avez vos dizaines de petits stylos qui attendent les dédicaces qui vont avoir lieu ici et non à la librairie pour pouvoir accueillir la foule. Avec plaisir. Est-ce qu'on a une table un peu plus... Oui, ils ont... Ouais. Oh, j'en suis certaine. Super. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Pardon, j'ai trop parlé. Merci beaucoup.